En fait, du jour au lendemain, comment est-ce que c'est arrivé? C'est que j'ai arrêté de manger. Ça a duré 2 ans, cette période-là. Wow. C'était long, sans savoir vraiment ce que c'était. C'est ce qui m'a amené, du coup, à aller voir des spécialistes. Et c'est là où on m'a dit, bah voilà, t'es intellectuellement précoce. En un an, dans l'entreprise, on est passé de 20 logements à, je sais plus, 430, 450. Dans mon aventure entrepreneuriale chez Guestadom, j'ai pas toujours été en réussite. On a fondé Guestadom en 2019. Le Covid après est arrivé, donc là, Covid, zéro activité. Là, on partage, tu vois, encore aujourd'hui un réel enjeu de rentabilité dans l'entreprise. On est passé par plein d'essais sur l'offre commerciale, sur notre chaîne de valeur, nos partenaires, nos produits, nos outils. Et ça, c'est une erreur qu'on a faite au début. Et c'est quelque chose qu'on a travaillé pour s'assurer que... Et tu vois, avec du recul, j'ai trouvé le business model de ma boîte là cette année. J'ai pas envie d'être le gars qui dit ok, j'ai réussi. Par contre, si on perd, je vais dire on a perdu. C'est quoi que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que... Et justement, comment tu choisis ton entourage? Bah ça, tu vois, alors, la question elle est hyper bonne. C'est quelque chose où j'ai pas été bon, qui m'a parfois en fait amené presque à l'échec. Parce que ce qui est très dur quand t'es entrepreneur, c'est que... Eh ben, bonjour Théo. Salut Seb. Ça va? Nickel. On est content d'être là, c'est cool. Ça fait plaisir. Merci aussi pour ton accueil sur Paris au final. Avec plaisir. Et j'aimerais y aller directement. Et finalement, arriver à comprendre un petit peu qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur ton histoire et qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre finalement sur ton histoire pour mieux comprendre qui est l'homme que j'ai en face de moi aujourd'hui. C'est une question qui va nous mener à une longue discussion, je le sens. Avec plaisir. Non, merci en tout cas de m'inviter et me donner l'opportunité de raconter mon histoire. Moi, je m'appelle Théo Degnaud, j'ai 26 ans. J'ai fondé la conciergerie Guestadom il y a 6 ans maintenant. J'ai fait le choix de fonder cette entreprise parce que j'avais justement ce goût entrepreneurial, étant né dans une famille d'entrepreneurs, puisque mon papa a fondé lui-même une entreprise qui s'appelle Maison et Services, qui est maintenant développée en réseau partout en France et qui a pour objectif de répondre à une demande de service à la personne, donc dans le ménage et le jardinage, donc l'entretien du domicile. Donc j'ai toujours été vraiment baigné là-dedans étant petit. J'ai un profil un peu particulier, si tu veux que je te dise qui je suis vraiment au fond de moi-même dans l'entrepreneur que je suis actuellement. Donc moi, il faut savoir qu'étant petit, j'ai été détecté intellectuellement précoce. Donc tu vois, j'ai eu une histoire et une enfance un peu particulière qui m'a demandé d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître qui je suis, qui j'étais, apprendre à gérer mes émotions, apprendre à connaître vraiment à l'intérieur de moi-même le fonctionnement de mon cerveau, en fait. Parce que forcément, quand on te dit ça, t'es en CP, en CE1, t'es tout jeune et tu sais pas ce qui t'arrive. T'as l'impression d'être différent des autres. Et donc, après différents rendez-vous avec des spécialistes, on m'a annoncé ça. Et donc, en grandissant, petit à petit, j'ai essayé de faire un peu de l'introspection. Aussi grâce à mes parents, beaucoup, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, et qui m'ont donné cette opportunité justement de pouvoir accueillir finalement un peu cette différence. On peut parler d'une différence. Et c'est vraiment quelque chose de cool qu'aujourd'hui j'essaye de prendre comme une force plus qu'une faiblesse et comme une différence justement qui va me différencier des autres pour vraiment prendre le meilleur côté de moi-même. Et donc, pour te dire comment j'en suis arrivé là, c'est un peu l'objectif, comment je suis arrivé aujourd'hui à la tête de cette entreprise qui est Guestadom. J'ai en fait décidé à mes 18 ans, donc quand j'ai eu le bac, après un an d'école de commerce, en fait, d'arrêter l'école, tout simplement. Je me rappelle comme si c'était hier, tu vois, j'ai fait un an d'école de commerce à Laval, parce que je suis originaire de là-bas en Mayenne. Et puis je suis monté sur Paris puisqu'en fait j'avais trouvé une école qui me donnait l'opportunité en fait d'être en 2e année d'école de commerce, mais en alternance. Et donc il y en a peu, c'est-à-dire qu'on te dit souvent que tu peux avoir une alternance et rentrer dans le monde professionnel au bout de la 3e année. Et pour moi c'était une chance parce que je voulais tout de suite rentrer dans le concret. Tu vois, j'ai plein d'histoires où
Dès tout petit, je voulais vraiment en fait pouvoir travailler, faire du concret. De par mon profil, c'était compliqué pour moi de rester sur les bancs de l'école à écouter toute une journée. Enfin, je suis. Alors là, tu vois, on va rester 1 heure en train de parler ensemble, donc pas de souci. Je vais réussir à rester assis sans bouger, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est presque un peu hyperactif aussi, et donc c'était pas simple pour moi. Et le fait de rentrer dans le monde professionnel, bah, ça m'a donné goût. Ça m'a donné goût parce que j'en parlais beaucoup avec mes parents qui sont tous les deux entrepreneurs et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai été baigné dedans étant petit. Et puis, quand j'ai démarré cette 2e année d'école de commerce, donc je suis arrivé à Paris, donc à la capitale. J'ai fait 3 mois d'école. Et puis, tu vois, un matin, j'allais en métro, même en tram, c'était à CTU à Paris 13, en tram à mes partiels. Et en fait, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour parce que je me suis dit bah, stop, en fait, je peux plus. Enfin, ça me plaît pas. C'est pas qui je suis. J'y vais avec la boule au ventre. J'y vais à contre-cœur. Donc, j'ai pas du tout envie de y aller. Alors, je mesure la chance que j'ai de pouvoir prendre cette décision et effectivement que mes parents ont pu m'accompagner dans cette décision. Donc, dans le tram, j'ai fait demi-tour et puis j'ai tout de suite appelé mon père. Je lui ai dit écoute, papa, bah, en fait, j'arrête l'école et ben, j'ai envie de rejoindre ta boîte tout de suite, de commencer à bosser, à ce que tu puisses m'apprendre tout ce que tu as à m'apprendre. Je suis sûr qu'il y a plein de belles choses et j'ai envie de commencer à travailler. Et j'ai commencé du coup à bosser sur maison et services à Paris, là où j'ai démarré en fait avec l'aide de mon père et tous les collaborateurs qui entourent l'entreprise. Tu vois, j'ai toujours dit un peu ça. Moi, mon école, ça n'a pas été d'aller sur les bancs de l'université, mais plus de découvrir jour après jour tout ce que l'ensemble des équipes de notre entreprise familiale avaient à me donner, avaient à m'offrir sur tout un tas de thématiques, plein de sujets, que ce soit la communication, la formation, l'animation, l'informatique, la relation clientèle, le commercial. Enfin bref, j'ai vraiment appris comme ça. Donc, on va dire plus une formation continue finalement. Et donc j'ai ouvert cette agence maison et services à Paris 14, donc dans le 14e. J'avais 18 ans, puisque du coup j'ai eu 1 an d'avance sur mon cursus. Je suis passé de 4e à seconde. J'ai pas eu le brevet parce que j'ai pas fait de 3e. Voilà, on m'a fait sauter cette classe-là. Et en arrivant donc dans cette agence, étant tout jeune, bah, j'ai pu construire un peu mon expérience du coup. En tant que chef d'entreprise, en tant que responsable d'agence, à piloter à la fois le commercial, l'administratif, enfin, savoir ce que c'est en fait de piloter une boîte, mais sans être seul. C'est aussi la force de notre réseau, c'est de ne jamais laisser personne seul, c'est de pouvoir faire appel à l'ensemble des services supports que notre entreprise familiale offre, donc des services informatiques, de comptabilité, de formation administrative, etc. Ce qui m'a permis vraiment de pouvoir du coup apprendre vite et apprendre de tous. Et puis un beau jour, j'ai fait une rencontre à Paris, puisque l'objectif de l'entreprise Maison et Services, c'est d'offrir des prestations de ménage, de repassage chez le particulier. Et puis, en fait, j'avais de plus en plus de demandes de propriétaires qui me disaient Théo, je pars là en congé pendant 3 semaines, je vais louer mon appartement sur Airbnb. Est-ce que tu peux faire le ménage entre mes 2 locations ? Écoute, ouais, j'ai une vingtaine d'années, voir le chiffre d'affaires augmenter, c'est ce qui me stimule. Donc je prends mon scoot et puis j'y vais, on va faire le ménage quoi, avec grand plaisir. Et en fait, j'en ai eu plusieurs jusqu'au jour où j'ai un professionnel, donc une conciergerie parisienne qui est assez connue et qui n'est pas qu'à Paris d'ailleurs, qui m'a appelé en disant on cherche des professionnels comme toi qui peut être notre sous-traitant pour gérer l'ensemble de l'aspect opérationnel. Donc tout ce qui est lié au ménage. Et puis par contre, on a besoin de quelqu'un qui s'occupe aussi du linge. Ah, ok. Donc prendre mon scoot et faire du ménage 7 jours sur 7 avec mes équipes, ça ne me gênait pas. Par contre, gérer la blanchisserie, j'étais pas du tout équipé ni formé. Donc je suis allé voir un professionnel, une blanchisserie. Et puis j'ai monté ce service en fait à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir offrir à la fois le ménage et la gestion du linge à une conciergerie, après 2, après 3, après 4. Et donc, on avait une centaine d'appartements, je crois, à gérer avec ma petite équipe. Donc, ça m'a permis en fait de rentrer un peu dans le monde de la conciergerie locative. C'était en 2018, ça.
2018, et puis jusqu'au jour où le goût entrepreneurial m'a rattrapé. J'ai toujours discuté avec mes parents, avec mon père, de reprise d'entreprise aux côtés de ma sœur et mon frère. Je suis le petit dernier de la fratrie. On a toujours discuté de ça, sauf que j'avais vraiment cette volonté de créer mon entreprise, y mettre mon ADN et pouvoir entreprendre plus que reprendre une entreprise déjà bien stable où il y avait un enjeu de croissance. Et je me suis dit, en fait, ça y est, je suis embarqué dedans. J'ai envie de continuer là-dedans et j'ai envie de créer une entreprise donc, dans ce domaine. C'est comme ça que je suis arrivé ici, si je te la fais en version un peu courte. Il y a eu bien sûr plein d'autres histoires, mais c'est comme ça que je suis arrivé dans cette expérience et dans cette aventure chez Guestadom. Super, passionnant. Écoute, un grand merci. Très ravi qu'on aille décomposer finalement un petit peu plus ces étapes et aller zoomer. Je t'ai fait la version longue là. Hein. Mais c'est extra, c'est top. Et une des choses sur lesquelles j'aimerais revenir, c'est ce challenge finalement identifié assez tôt dans ta vie, de voir toi comment tu t'es senti vis-à-vis de tes collègues d'école, le fait que tu passes de la 4e directement à la seconde. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton quotidien ? Au final, j'aimerais qu'on aille identifier ça et en parler un petit peu. Écoute, c'est un sujet en fait, alors je suis pas pudique sur le sujet, mais j'en ai rarement parlé. Tu vois, je me demande même si là, je réfléchis, je sais même pas si toutes mes équipes aujourd'hui savent cette histoire-là, savent qui je suis finalement réellement dans cette enfance, parce que alors j'étais très différent en étant enfant et aujourd'hui, parce que quand tu grandis, comme je te le disais, tu apprends aussi à te connaître, tu fais et tu essayes de faire de tes difficultés tes forces, et même si j'apprends encore aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était une période particulière parce que tu vois, en primaire, quand on m'a appris ça, donc mes parents qui m'ont toujours beaucoup soutenu finalement dans cette histoire depuis le début et encore aujourd'hui, en fait, du jour au lendemain, comment est-ce que c'est arrivé ? C'est que j'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de manger, j'avais l'impression d'avoir la gorge serrée, donc je vais voir un médecin, on me dit Théo, tu as une angine blanche. Bon, ok, très bien, à la limite, pas de souci, tu prends des antibiotiques, tu attends 2-3 jours. Et puis en fait, au bout d'une semaine, j'arrivais toujours pas à avaler. Donc je mangeais que de la purée, des pâtes, tu vois, des trucs qui me donnaient pas cette sensation presque de s'étouffer, parce que j'ai eu cette sensation. Ça a duré 2 ans, cette période-là. Wow. C'était long, ça a duré 2 ans sans savoir vraiment ce que c'était, jusqu'au jour où on me dit en fait, t'es pas malade. Enfin, si, t'es malade, mais c'est ici que ça se passe, quoi. C'est là-dedans. Et on le sait, le cerveau, c'est très compliqué à décortiquer. Et donc, tu vois, j'étais sous antidépresseurs, sous médicaments, enfin bref, forcément traité et suivi. C'est ce qui m'a amené, du coup, à aller voir des spécialistes à Rennes, donc dans l'ouest de la France. Et c'est là où on m'a dit, voilà, t'es un peu particulier, t'as fait des tests, voilà le bilan, t'es intellectuellement précoce. Bon, ok, super. Au moins, ce qui est bien, c'est que tu mets quelque chose dessus. Tu mets un mot là-dessus. Donc, intellectuellement précoce, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on m'a dit quand j'étais jeune que j'avais 130 de QI, que j'avançais beaucoup plus vite, que j'avais la maturité de quelqu'un de 20 ans quand on a 8. Voilà, donc bon, c'est comme ça. C'était qui je suis. Donc, à la limite, tu l'accueilles et tu fais avec. Mais quand tu es petit, tu as du mal presque à le concevoir et en fait à réfléchir sur toi-même et à faire de l'introspection, tu vois. Donc, c'est presque quelque chose que j'ai toujours caché. Tu vois, alors, c'est rigolo que je t'en parle là parce que quand tu me demandes qui je suis, tu vois, j'ai presque envie là. Pour le salon, on se sent bien, on se sent à l'aise. Donc, j'ai presque envie de te dire vraiment qui je suis et je trouve ça intéressant de profiter de cette occasion-là, de ce podcast pour te raconter ça. Et puis voilà, donc ça a été mieux après en primaire, même si j'étais toujours l'élève un peu turbulent, tu vois, qui en foutait pas une, mais qui avait des bonnes notes, classiques, moyennes, mais sans jamais rien faire. Enfin voilà. Donc la primaire se passe, le collège, et puis là effectivement 4e, je fais ma rentrée de 3e, et en fait rebelote quoi. C'est-à-dire que je passe un jour en 3e, je rentre chez moi le soir, et en fait je dis mais je peux pas, je suis pas bien, je suis angoissé, ça va pas, j'ai envie de rien, enfin, comme si ça revenait, si tu veux. Mais bon, en étant un peu plus... j'étais ado, donc j'avais quand même grandi. Et en fait, mon papa et puis ma maman m'ont dit, écoute,
tu vois, après une semaine sans aller à l'école. Écoute Théo, on a été voir ta directrice du collège, donc en fait, tu vas pas faire ta troisième. On t'a trouvé une école, là où j'ai rencontré, tu vois, Colline, ma fiancée aujourd'hui. On t'a trouvé une école où en fait, tu vas faire ta seconde tout seul, avec des horaires aménagés. Et tu vois, c'est une école où en fait, qui est spécialisée pour accompagner les footballeurs professionnels, tu vois, qui ont besoin d'horaires aménagés. Et à la limite, très bien, quoi. Tu vois, moi, je vais passer ma seconde, j'aime pas les cours. Ce qu'on vient me dire, c'est que je vais être tranquille, que je vais avoir moins d'heures d'école dans la semaine. J'y vais, tu vois. Et puis, c'était à 500 mètres de là où j'avais tous mes potes, donc pas de problème. Et puis, ma première, on était 3 dans la classe. Je fais ma terminale, donc j'ai fait un bac STMG pour pouvoir rentrer directement dans le commerce. Et c'est comme ça, en fait, tu vois, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire, c'est comme ça où j'en suis. Et je pense qu'en fait, le monde entrepreneurial, enfin, cette expérience, cette fonction d'entrepreneur, en fait, elle m'a vraiment permis de continuer à apprendre à me connaître, même si j'ai presque d'un côté de moi-même essayé de faire en sorte de cacher cette partie-là et de pas trop en parler, parce que j'ai pas non plus toujours voulu assumer cette différence. Tu vois, c'est pas simple quand on dit t'es différent de l'autre. Ben non, en fait, on est pareil. Enfin, je veux dire, donc je l'ai pas toujours assumé. Et en fait, ouais, ça m'a permis vraiment en fait, d'être face, pas forcément à mes forces, mais d'être face à mes faiblesses. Et donc de pouvoir travailler dessus. Voilà. Wow, superbe, sacré parcours. Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Si, clairement. Je te remercie. Et très intéressant. Et donc, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, tu parlais que ça t'a montré déjà cette phase finalement d'être un peu différent, même si on est aussi tous les mêmes. Curieux de voir comment ça a fait, toi, ou le jour où tu as arrêté tes études finalement, et là où tu as appelé ton papa pour lui dire, si on peut peut-être rezoomer une fois de plus sur cette période-là, peut-être un petit peu dans l'appel, quelle a été lui sa réaction, étant aussi entrepreneur comme ta maman, comment eux ont reçu finalement ce message-là, et comment tu es passé finalement à travailler avec eux puis monter la branche sur Paris finalement. Écoute, je pense qu'ils le sentaient. Parce que forcément, ils me connaissent et on a une famille qui a toujours été très soudée. Tu vois, j'ai eu cette chance d'être proche de ma famille, d'être proche de mes cousins, de ma grand-mère. Enfin bref, on a toujours été très proches, donc ça aide d'avoir une famille soudée. Et leur réaction, elle a été en fait géniale, parce que ça n'a pas été d'être dans la contradiction, mais juste de dire OK, et en fait, on va t'aider et te donner tous les moyens pour pouvoir réussir et que tu puisses entamer cette expérience. Là où je mesure que certains parents auraient très bien pu dire tu te tais, t'es en train de faire ta crise d'ado là, donc tu vas te coucher, puis demain tu y retournes, je veux pas t'entendre. J'ai pas du tout eu cette réaction. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé, qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui de pouvoir en fait avancer, continuer à grandir, continuer à prendre de l'expérience. C'est parce que j'ai toujours eu un entourage qui en fait a tout fait pour pouvoir m'accompagner, et ça avec mes forces et mes faiblesses, et en tout cas avec qui je suis et ce que je représente. Donc ça, c'est vraiment une chance, et ça a été top parce que, tu vois, encore une petite histoire, mais alors je dis souvent qu'on n'a pas été éduqué mais managé, pour la simple et bonne raison que forcément de naître dans une aventure d'entreprise familiale, donc mon papa est la première génération, t'en entends parler toujours à la maison. Tes babysitters, en fait, c'est les collaborateurs du bureau. Enfin, tu vois le truc. Et quand j'étais, tu vois, en primaire, pour te dire à quel point c'est arrivé tôt, on a été avec l'école visiter Emmaüs. Et donc, génial, tu étais petit, tu fais une sortie, donc c'est trop cool. Et à Emmaüs, ils nous ont offert à tous, en fait, le choix de choisir une peluche. Il y avait un bac à peluche. Et ils nous ont offert le choix de choisir une peluche au hasard. Et en fait, j'ai choisi une peluche qui est un raton laveur. Pour la simple et bonne raison que le logo de la première entreprise que mes parents ont créée est un raton laveur. Ça s'appelle Speed, donc là spécialisé dans le nettoyage industriel, avant du coup d'avoir fait la branche pour les particuliers. Et je suis arrivé avec cette peluche pour l'offrir à mes parents,
avec toujours ce discours de dire, ben voilà, je vous donne la peluche parce que plus tard, de toute façon, je serai dans l'aventure avec mon frère et ma sœur, on sera là. Donc, tu vois, le petit clin d'œil, c'est arrivé super tôt. Et tout ça pour te dire qu'en fait, effectivement, ça a toujours été assez naturel. Alors, nos parents nous ont toujours laissé le choix. On n'a jamais été obligés de rentrer dans l'aventure familiale. Mais on a toujours été éduqués dans cette dynamique. Et je pense que c'était aussi sympa de pouvoir passer du temps aux côtés de mon papa, tu vois, étant jeune, à mes 17, 18 ans, pour le suivre dans ses rendez-vous, pour le suivre en fait un peu dans son quotidien professionnel, parce que ça permet aussi de savoir qu'est-ce que le monde entrepreneurial et le monde professionnel, que des fois tu peux t'imaginer, mais sans forcément le vivre. Et ça, je pense que c'est une chance. Donc en tout cas, ils ont super bien réagi. Super, magnifique. Et je pense que ça peut être l'occasion. Qu'est-ce que tu recommanderais? Je pense que tu nous l'as déjà dit, mais à des parents qui vivent cette situation avec leurs enfants qui finalement veulent arrêter leurs études pour se lancer dans l'entrepreneuriat, vis-à-vis de ton expérience, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? J'aimerais partager que si je me mets à la place d'un parent et j'offrirais en tout cas la même chose pour mes enfants, j'espère plus tard. J'aimerais partager en fait de toujours accompagner son enfant, ou mais même si c'est pas un enfant, ou que ce soit un ami ou quelqu'un de sa famille ou un proche ou même un collaborateur qui veut lancer sa boîte. Ce que je dis, c'est juste allez-y quoi. Allez-y. Y a un verbe que j'adore, c'est oser. Osez et n'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de rater ou de passer pour un raté, parce qu'en fait, alors ça, tu vois, il y a toujours quelque chose que mon papa m'a dit, un truc tout bête, mais il n'y a que ceux qui ne tirent pas de penalty, tu vois où je veux en venir, qui peuvent dire qu'ils n'ont pas raté. Ouais, mais tu ne l'as pas fait non plus, donc tu n'as pas osé. Donc non, il faut simplement accompagner, motiver, parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. C'est pas simple. Ouais, t'as un côté qui est génial, qui est un peu idyllique, mais dans 80% du cas, on va dire la face cachée de l'iceberg, c'est pas aussi beau que ça en a l'air en fait. En tout cas au début, c'est très compliqué. Parce que c'est de la pression, parce que c'est effectivement être très souvent livré à toi-même, donc être seul, même s'il existe aujourd'hui plein de solutions pour ne pas être seul, mais c'est toujours dur quand tu es dans le cerveau d'un entrepreneur, surtout dans le mien, qui a un cerveau où j'ai l'habitude de dire et, mais pas toujours, tu sais, de dire le mais. Tu sais, la différence entre le créateur, l'innovateur et le gestionnaire de boîte. Bon, je suis plutôt, moi, côté créateur, innovateur. Bien que tu nous en dises plus, justement, pour tous ceux qui écoutent et qui connaissent peut-être pas ces concepts. Donc, qu'est-ce que c'est le créateur, innovateur? Un créateur et un innovateur, c'est quelqu'un qui va avoir plein d'idées, qui va avoir peur de rien, qui va vouloir y aller, qui va très rapidement, si tu veux, avoir une idée et puis dire, attends, on va faire ça et puis on va faire ça et puis après on va pouvoir faire ça et on va aller là et on va faire ça. Et puis le gestionnaire, tu sais, c'est le gars qui va te casser ton rêve en disant, attends mon gars, là t'as plein d'idées, mais il y a cette réalité-là, tu peux pas, faut faire ça comme ça, faut structurer les choses de telle manière. Il y a le sujet et l'aspect financier qu'il faut pas oublier. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est deux profils qui sont totalement différents. Et je pense que quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'avoir une graine innée, finalement, d'innovateur et de créateur. Mais à un moment donné, il faut que tu te rattaches à cette phase de gestionnaire pour pouvoir effectivement mener à bien la gestion de ton entreprise. C'est ce que j'ai dû apprendre. C'est ce que je continue d'apprendre, ce qui n'est pas facile parce qu'en fait, ce n'est pas forcément inné. Ou alors, ce qu'il faut, c'est être bien entouré. Et justement, comment tu choisis ton entourage? J'entends que ça fait partie intégrante finalement, déjà depuis plus jeune, et après de te remettre dans cet entourage même familial, d'aller dans un lycée qui était plus adapté aussi finalement à tes capacités, à ton fonctionnement. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu continues de choisir l'entourage qui est autour de toi, les gens avec qui tu choisis de passer moins de temps, d'autres plus de temps? Comment tu opères sur ça? Ça, tu vois, alors, la question, elle est hyper bonne parce que je pense que c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre à faire maintenant, en ce moment.
c'est quelque chose où j'ai pas été bon, qui m'a parfois en fait amené presque à l'échec sur certaines expériences. Parce que ce qui est très dur quand tu es entrepreneur, c'est que tu t'entoures, mais en fait, tu as plein de personnes qui donnent leur avis. Tu en as presque trop. Et ce qui est hyper important, c'est de faire le tri. C'est de choisir les bonnes personnes. Si tu cherches à vouloir écouter tout le monde et à dire OK à tout le monde, à être d'accord avec tout le monde, tu vois, par crainte de contredire ou autre, ou de décevoir, ben en fait, tu te rends compte que ça va t'emmener dans le mur parce que tu ne peux pas satisfaire tout le monde, tu peux pas écouter les idées de tout le monde, tu peux t'en inspirer, mais tu peux pas les écouter et les suivre. Parce que par définition, il faut à un moment donné que tu saches écouter ton instinct. C'est quelque chose que j'ai pas assez bien fait, parce que dans mon aventure entrepreneuriale chez Gestadom, j'ai pas toujours été en réussite. Là, on partage, tu vois, encore aujourd'hui un réel enjeu de rentabilité dans l'entreprise. Donc, j'ai pas encore réussi, tu vois, cet enjeu, mais c'est quelque chose qu'on partage avec l'équipe et qu'on va réussir. Mais ouais, je pense que c'est hyper important, en tout cas, de bien choisir qui t'entoure, que tu t'assures que ça soit des personnes qui veulent ton bien. Ça peut paraître débile de dire ça, mais tout le monde ne veut pas forcément ton bien. Et donc, je pense que voilà, il faut savoir faire le tri, en fait. Il faut savoir faire le tri. Et il faut savoir aussi, parfois et de temps en temps, écouter la petite voix dans ta tête qui te dit fais ça, et vas-y, réfléchis pas. Et ne pas écouter la personne qui est à ta droite et qui va te dire ben non, mais moi, je ferais ça comme ça, en fait. Non, non. Écoute, là, moi, c'est mon idée. J'y vais comme ça. J'ai besoin d'aide comme ça. L'objectif, c'est ça. Les moyens pour réussir, ça va être ça. J'ai besoin de ta contribution. On y va ensemble. Mais en tout cas, voilà, suis mon instinct et go, quoi. Voilà. Et ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose encore aujourd'hui où il faut que je sois meilleur là-dedans parce que je me suis rendu compte de ça. Tu vois, quand tu découpes des expériences et quand tu découpes des échecs ou même des réussites que tu as pu avoir, bah, c'est intéressant d'en sortir en fait des conclusions pour que ça devienne une expérience et que du coup tu puisses finalement consolider ton savoir là-dessus. Et ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore. C'est magnifique, tu partages vraiment plein de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on puisse creuser pendant des heures. Mais déjà une chose, peut-être revenons peut-être sur l'un des challenges qui a été vraiment dur dans l'entrepreneuriat, dont tu vas te rappeler. Et rétrospectivement, on ira voir éventuellement qu'est-ce que ça a amené aujourd'hui. Ouais. Mais si tu es partant de nous amener vers l'une de ces phases et peut-être qu'est-ce qu'il a, carrément. qu'est-ce qu'il a amené. J'en ai eu plein. Ça, c'est sûr, j'en ai eu plein. Je pense que j'ai eu un challenge majeur par an. Tu vois, on a fondé Gestadom en 2019. Alors, au début, tu vois, pendant un an, c'était plus en doublon d'activité avec maison et services, avec ce que je faisais avant. Le Covid, après, est arrivé. Donc, tu vois, en mars 2020, on avait encore peu d'activité. Donc, forcément, là, Covid, zéro activité. Le challenge que j'ai eu, tu vois, sur cette première année en 2020, c'était de transformer une idée en produit. Donc, tu as une idée, tu sais ce que tu veux faire, mais tu ne sais pas encore comment. Et donc, c'est là où on va parler de business model. Et tu vois, avec du recul, parce qu'on y viendra, je pense, tu me poseras peut-être la question, mais j'ai trouvé le business model de ma boîte là cette année. Tu vois, ça a mis du temps. On est passé par plein d'essais sur l'offre commerciale, sur notre chaîne de valeur, nos partenaires, nos produits, nos outils, etc. Et l'enjeu majeur que j'ai eu en 2020, c'était effectivement cette transformation de l'idée à produit. Et puis en fait, tout simplement, de rendre opérationnel tout ce que tu avais dans la tête. Parce que, ok, tu construis ton offre. Ok, super. Maintenant, après avoir construit l'offre, tu commences à la commercialiser. Donc là, tu vois que globalement, le marché répond à ton produit. Donc tu vois qu'il y a du besoin. J'avais pas de doute là-dessus parce que c'était déjà un marché où il y avait déjà des confrères. Donc tu sais qu'il y a un besoin, mais donc tu y vas. Donc là-dessus, pas de souci. Et puis, une fois qu'en fait, tu as vu que tu avais déjà des premiers clients qui arrivaient, etc., donc là, tu commences à développer la boîte. En fait, j'ai eu un deuxième enjeu qui était de vouloir toujours plus, de continuer à vouloir développer à fond. Donc là, ça a été l'enjeu de recruter. Et là, on va parler de structuration. La structuration de ta boîte qui est super compliquée, en fait. Alors, au début, c'est simple parce que tu dis à un pote, écoute, je galère là-dessus, viens m'aider.
Donc, tu sais, tu dis ça autour d'une bière, trop cool. Et je fais un clin d'œil à un ami qui s'appelle Pierrick, qui m'a aidé depuis le début, qui fait plus partie de l'aventure aujourd'hui parce qu'il a fait le choix de partir sur une autre aventure, mais qui a passé 5 ans à mes côtés et qui m'a vraiment épaulé sur l'évolution et la croissance de l'entreprise. Et tu vois, ça a démarré comme ça. Donc, tu dis à des amis de venir t'aider. Après, tu fais différents recrutements, etc. Et là, tu arrives dans une phase où, en fait, tu te développes vite. Tu as une belle croissance. Donc ça, c'est un autre enjeu. Tu vois, si tu veux qu'on appuie dessus, c'est comment gérer l'hypercroissance. Parce qu'en un an, dans l'entreprise, on est passé de 20 logements à, je sais plus, 430, 450 en gestion. Donc ça a été super vite. Sauf que mêler la croissance d'une entreprise avec la structuration de l'entreprise, où là, en fait, on vient de voir en disant Théo, je sais pas ce qui se passe dans la boîte, il faut peut-être qu'on parle de communication interne, autre enjeu. Faut peut-être qu'on sache qui fait quoi. Parce qu'en fait, on est tous là, on a un objectif, on a un but commun, mais du coup, qui fait quoi? Bon, ok, autre enjeu, donc structurer l'entreprise. Ça a combien de personnes à peu près dans la société à ce moment-là? On était là, je pense, une trentaine, avec beaucoup d'alternants et de stagiaires. Parce que tu démarres l'aventure, donc tu axes beaucoup tes recrutements là-dessus. Et puis, je pense que forcément, étant quelqu'un d'assez jeune, j'ai peut-être plus de facilité à aller chercher des gens autour de moi qui ont le même âge. Et donc, ouais, on te dit qui fait quoi, ou alors on vient te voir un matin en te disant écoute, je sais pas quoi faire. Donc là, mon profil, si tu veux, de tu sais, un peu d'innovateur, créateur, me rattrape. On dit attends, elle est trop cool, on va démarrer tel projet. Mais sauf que 3 mois après, on te dit mais t'as démarré beaucoup trop de projets, mais sauf que t'en termines aucun. Et puis toi, tu réfléchis, tu dis ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc merde, il y a un problème. Autre enjeu. Et puis après, un autre enjeu qui va se poser, c'est les outils. Parce qu'en fait, gérer 20 logements et gérer 500 logements, tu te rends compte que tu as une limite d'outils, que Excel, c'est trop cool, mais ça a des limites. De gérer un agenda sur un papier, c'est sympa, mais c'est compliqué parce que c'est là où tu vas parler de digitalisation. Donc, avoir les bons outils, autre enjeu. Et puis le dernier, on en parlera un petit peu si tu veux, c'est forcément l'aspect de rentabilité. Ouais, super. Ouais, donc clairement des challenges auxquels je résonne aussi, mais que je peux comprendre. Et j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui passent les mêmes caps et qui sont challengeants. Ouais. Mais tu vois, chaque année, je pense que tu as des challenges différents en fonction aussi de l'évolution de ta boîte. Tu en as parfois qui arrivent en même temps. Et c'est ça qui est super compliqué. Sauf que la plupart du temps, tu sais que ça a été un enjeu qu'après. Et pas forcément pendant. C'est-à-dire que toi, tu vas tête baissée, tu vas à fond, tu développes, tu machin, tu dis, il n'y a pas de problème, t'inquiète. On va y arriver de toute façon. Tu te penses invincible. Donc, tu dis, non, mais il n'y a pas de souci, on y va, on va y arriver. On verra ça plus tard. Ouais, ok, bon, on démarre ce projet-là, et puis c'est bon, il y a un problème, on a besoin de ça, on va prendre ça, et puis c'est tout. Donc, c'est presque ça aussi qui est compliqué. C'est qu'en fait, tu te rends presque compte de tes plus gros enjeux qu'une fois après avoir passé le cap. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture et c'est un peu comme ça que j'ai l'impression de l'avoir vécu. Et maintenant, avec ces différentes années déjà de retour, qu'est-ce que ces différents challenges finalement t'apprennent et que tu aimerais refaire différemment la prochaine fois? Déjà, pas aller trop vite. Prendre les choses dans l'ordre, ne pas s'éparpiller. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'à vouloir tout faire en même temps, ça fonctionne pas. C'est pas vrai, c'est pas possible. À moins que tu aies des millions d'euros d'investissement par un grand fonds d'investissement et que tu arrives à recruter des personnes qui peuvent toutes te prendre un sujet à part entière et que chacun prenne ça à bras le corps. Mais à un moment donné, voilà, c'est pas vraiment ça. Donc, ouais, enfin, c'est... Ouais, après, je sais... Enfin, ce que j'en tirerais si je faisais autrement, je pense que c'est ça, c'est ne pas tout faire en même temps, prendre ces socles les uns après les autres, tu vois, ces enjeux et ces challenges les uns après les autres, mais de passer à un autre qu'une fois qu'il y en a un qui est coché. Tu vois, se dire, et là tu vois c'est rigolo parce que jeudi on est en séminaire avec toute l'équipe pendant une journée, là séminaire de rentrée,
justement qu'à cet objectif, que je puisse réaligner mon équipe, que je puisse leur dire, OK, notre vision, c'est ça, notre objectif, c'est ça, les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs, en fait, je ne vais pas vous les donner parce qu'on va passer la journée à bosser dessus ensemble, à les écrire ensemble, pour que chaque manager ensuite des équipes puisse consolider ces feuilles de route et les partager en transparence avec toute l'entreprise. Parce que, tu vois, justement, le fait d'aller trop vite et de ne pas prendre challenge par challenge pour les relever et en fait en faire une force dans l'entreprise, tu vois, mon profil fait que en fait, je suis presque toujours 2 km devant. Mais sauf que quand tu es 2 km devant, tes équipes sont derrière. Ça marche pas. Si tu n'es pas tous dans la course au même moment, au même endroit, et ça, tu vois, c'est un truc que mon père m'a dit que je comprenais pas. J'étais pas d'accord avec lui. Ça m'énervait à chaque fois, tu vois, parce que ça me saoulait d'entendre ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais il a raison. Je me rends compte qu'en fait, l'équipe, elle est derrière, là. En fait, j'arrive pas à partager l'idée, à faire adhérer tout le monde à une vision commune, dans un objectif commun, pour que ça devienne un projet commun. Parce que finalement, tu vois, c'est aussi ça, je pense, une entreprise. Et un des différents challenges que tu as quand tu fondes une boîte, c'est que tu démarres, tu n'as rien. Et en fait, le fondateur, il est amené à tout faire. À toutes les opérations, à tout faire de A à Z. Et ce qui est compliqué derrière, c'est de pouvoir déléguer. Sauf que vu que toi, tu maîtrises le sujet, parfois, tu as presque cette envie de le faire toi-même plus que de le déléguer. Tu vois ? Sauf qu'en fait, en faisant ça, encore une fois, tu mets tes équipes derrière et t'es pas ensemble, quoi. Donc voilà. Et pourquoi je te parle de ce séminaire là jeudi ? Parce que dans mon introduction, je peux te le dire, le podcast va pas sortir avant le séminaire, mais dans mon introduction, je vais revenir justement auprès de mes équipes sur les 4 socles et les 4 challenges et enjeux qu'on a eus, mais qu'on a su maintenant régler et de manière durable, enfin solide et durable. Tu vois, notre enjeu numéro 1, ça a été effectivement de se structurer, de dire qui fait quoi dans l'entreprise, que chacun puisse avoir ses responsabilités et que personne se marche dessus. Parce qu'une des erreurs que j'ai faites aussi, c'est qu'en fait, j'ai voulu recruter plein de monde et j'ai appris que c'est très simple de recruter plein de monde et d'avoir plein de projets parce que plus tu recrutes du monde, en fait, plus tu fais bosser, sauf que tu n'es pas au bon endroit. Parce que, en fait, tu occupes du monde, mais pas là où il faut. Donc, justement, c'était l'enjeu numéro 1. Et ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est structurée. L'enjeu numéro 2, ça a été la communication interne. Parce que forcément, qui dit désorganisation et déstructuration, dit les informations passent pas. Tu as les managers ou les équipes qui apprennent la sortie d'un nouvel outil dans la boîte le jour de la sortie parce qu'en fait le fondateur il l'a bossé seul, il a oublié de le dire, enfin tu vois le truc, enfin bref, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, tu vois, et que les informations passent bien pour que tout le monde se sente concerné, justement, toujours dans cet esprit d'objectifs et projets communs. L'enjeu numéro 3, se structurer, la communication interne. L'enjeu numéro 3, c'est les outils. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est effectivement d'avoir les bons outils. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi Smiley au sein de notre organisation, pour qu'on puisse avoir le bon outil qui nous permette de pouvoir répondre à notre besoin et de gérer de manière stable, durable et surtout fiable l'ensemble de notre activité. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui, nous, de développer en interne notre propre logiciel qui est connecté donc à Smiley, qui nous permet de vraiment pouvoir avoir cette branche bien complète et d'avoir le bon outil par rapport à notre process, tu vois. Donc ça, on a réussi. Et le 4e enjeu, en fait, c'est d'avoir un business model qui soit rentable. Et ça, quand tu te développes au début, la pire erreur, je pense, que j'ai faite et qu'un entrepreneur peut faire, c'est qu'il va être dans un espèce de cercle vertueux de développement où tu te développes, tu recrutes, tu investis, etc. Sauf qu'en fait, tu oublies de regarder tes comptes. C'est-à-dire qu'à la longue, à la fin de tout ça, tu te dis, bah merde,
En fait, je développe quelque chose sur quelque chose qui n'est pas rentable. Donc c'est super, tu as des clients. Tu perds de l'argent à bosser, quoi. Ouais. Tu perds de l'argent en bossant, quoi. Putain, et quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est dur. Parce que, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, je pense que tout le monde le sait, tu t'entreprends pas avec ça. Tu entreprends avec ça, tu vois, avec le cœur. Tu donnes tes tripes, tu donnes tes envies, tu donnes tout ce que tu as, quoi. Tu donnes ta sueur pour faire monter en compétence tes équipes, pour t'assurer qu'ils soient heureux le matin en arrivant, pour t'assurer que le projet fonctionne, pour t'assurer que la satisfaction est bonne. Il faut que ça soit rentable. Parce qu'à un moment donné, si ça ne l'est pas, ce que tu as donné avec le cœur, malheureusement, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer et ça ne sera pas durable, en fait. Et ça, c'est une erreur qu'on a faite au début. C'est-à-dire qu'on a voulu développer vite sans s'assurer que notre business model était rentable. Et c'est quelque chose qu'on a travaillé assez longuement pour s'assurer qu'on ait la bonne chaîne de valeur, que s'assurer qu'on ait la bonne proposition de valeur, s'assurer que ça dégage effectivement de la rentabilité et qu'on puisse finalement se développer en s'appuyant sur ce socle. Je vais te raconter une petite anecdote. Ça, je l'ai annoncé, je crois, il y a 2 ans. Tu vois, ça fait un petit moment parce que depuis 2 ans, sache que notre entreprise, Guestadom, on ne s'est pas réellement développé commercialement. Parce qu'on a fait ce choix de se stopper pour consolider nos racines, et justement ces racines-là, avant de pouvoir faire pousser le bambou. Je m'explique. T'as déjà arraché un bambou ? Non. La plante, un bambou ? Non, pour le coup, non. C'est super dur. C'est super dur, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'un bambou, ça va prendre ses racines sous terre, tu vois. Mais en fait, ça va pousser sous terre sans que tu le vois. Ça va prendre des semaines et des semaines, des mois et des mois. Et en fait, il faut savoir que les racines de bambou sont super solides et elles s'éparpillent partout. Par contre, quand le bambou il pousse, ça prend 1 mètre tous les jours. Ça va super vite. Un bambou pousse super vite. Et quand tu essayes de l'arracher, c'est super compliqué. Et au pire, si tu arrives à l'arracher, il y a tellement de racines sous la terre que ça repousse. En fait, c'est l'image que j'ai de l'entreprise. C'est-à-dire que pour moi, c'est hyper important d'avoir des fondations et des racines super solides et d'amorcer un développement sur l'ensemble de ces fondations qui ont été construites et donc de faire pousser le bambou qui image le fait de lancer le développement de l'entreprise. C'est ce qu'on s'apprête à faire. Magnifique. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu cette phase de restructuration et d'hypercroissance. D'ailleurs, curieux d'y revenir un petit peu sur le challenge des deux en même temps. Ouais. Après cette phase de OK, on a besoin de renforcer les racines d'abord pour avant de préparer la croissance. C'est bien ça. Hein. C'est ça. OK. Et donc justement, si on revient peut-être juste à cette phase-là où tu as eu la structure, donc comme tu nous en as parlé, et c'est top, et l'hypercroissance en même temps, là, qu'est-ce que ça donne quand il y a les deux qui sont un peu qui se challengent au même moment finalement? Ouais. Ça donne que tu as l'impression que tout va bien parce qu'en fait, tu es une boîte en pleine croissance. Donc, tu as l'impression qu'il ne peut rien t'arriver parce que tu signes plein de clients. Donc, c'est génial, tu es dans un esprit de développement. Le fait que tu recrutes, généralement, c'est signe de bonne santé parce que si tu recrutes, c'est que tu as besoin de monde. Si tu as besoin de monde, c'est que ton produit fonctionne. Donc, tu as l'impression que tout va bien. Et à la fois, c'est super dur parce que vu que tu vas vite, tu vois, tu es dans une organisation hyper agile, donc tout va vite. Tu vois un peu, j'aime même pas trop ce terme, mais ce schéma startup, où effectivement, tu as des esprits jeunes qui réfléchissent vite, qui n'ont peur de rien, où chaque projet, en fait, ça va super vite, c'est super rapide, mais en fait, tu te rends compte que tu prends les mauvaises décisions parce que tu les prends trop vite, ces décisions-là, sans réfléchir assez. Et justement, ta désorganisation structurelle de tes équipes, en fait, désorganise l'entreprise. Et pour nous, alors je m'en suis pas rendu compte assez tôt. Je m'en suis rendu compte, encore une fois, je vais beaucoup en parler, mais c'est aussi une sorte de modèle pour moi, grâce à mon père qui à un moment donné m'a donné l'ultimatum en disant stop, c'est plus possible. Regarde les comptes en fait, regarde les comptes et on a beaucoup trop investi. C'est plus possible. Enfin, faut réduire la voilure. Faut justement bosser sur ses racines. Faut structurer les équipes. Structurer les équipes, ça veut dire aussi se séparer de certaines équipes. Parce que je te le disais tout à l'heure, mais en fait, tu as recruté tellement de monde que tout le monde est occupé, mais encore une fois, pas occupé au bon endroit.
pour travailler sur ces enjeux-là. Et donc, on a dû bosser ça à bras-le-corps, quoi. Donc là, tu commences à prendre des fiches de poste, tu commences à prendre un tableau blanc. J'adore dessiner sur un tableau blanc, tu vois, imager, etc. Je dessine très mal, mais j'adore imager ce que j'ai en tête dans mon cerveau. Et donc, tu essayes de poser l'organisation en disant OK. Donc là, tu sais, tu commences à aller sur Google, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais à taper OK, structuration startup idéale, organigramme qui va bien, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et bon, tu lis des articles, tu écoutes des podcasts, donc tu essayes de t'en inspirer. Je suis quelqu'un qui lit pas, malheureusement, j'arrive pas à lire parce que je m'ennuie quand je lis un livre, donc c'est compliqué pour moi. Donc j'essaye d'écouter plutôt que de lire. Et donc, c'est là où tu commences à voir les mots département, c'est là où tu commences à voir les mots équipe, squad, etc. Machin. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas une organisation idéale. En conclusion, tu vois plein de trucs, mais il n'y a pas une organisation idéale. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est de faire en fonction de ton organisation à toi, de ton métier, en reprenant les bons socles, forcément. Mais voilà. Donc, on a travaillé ça pour déjà nommer des équipes, parce que tu sais, au début... tes équipes, vu que tu as un open space, tu as 4 bureaux, tu dis que le groupe là, de 4 bureaux, c'est un pôle. Tu sais, ça, c'est le pôle client, là, c'est le pôle commercial, et puis ça, c'est le pôle com, puis il y a moi qui est là, machin, voilà. Sauf qu'en fait, peut-être tu n'as même pas un manager dans le truc, mais tu commences par là, et puis petit à petit, en fait, tu travailles sur cet organigramme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours d'ouvert presque sur mon ordinateur. C'est l'organigramme de la boîte, tu vois. Il y a combien de personnes aujourd'hui ? On est une vingtaine, là, aujourd'hui. Okay. On est une vingtaine, ouais. Je l'ai toujours d'ouvert parce que, en fait, pour moi, c'est l'organisation de l'équipe. C'est comme si tu demandais à une équipe de foot de ne pas avoir de feuille de match avant le match. Enfin, soit tu es en 4-3-3, soit tu es offensif. Enfin, bref, tu as forcément une organisation. Et je pense qu'il faut aussi savoir être assez souple avec l'organisation que tu as pour que ça puisse aussi répondre aux enjeux de l'entreprise. Donc, tu vois, des fois, on repositionne une équipe parce qu'on se rend compte qu'elle doit être beaucoup plus en lien avec une autre et donc créer beaucoup plus d'échanges. Enfin, voilà. Mais je pense que le secret, avant tout sur la structuration, c'est déjà de répondre à la question qui fait quoi et de t'assurer que... le rôle et la fonction que tu as donné à une personne répond bien à l'objectif que tu as donné à ton entreprise et de t'assurer que ça va dans le bon sens. Parce que sinon, tu feras du vent. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, merci pour ton honnêteté, ta transparence et ton humilité. Parce que c'est intéressant, j'entends que tu as des moments où tu es conscient de ton ego et tu le vois. Et ce qui est aussi beaucoup d'humilité de le voir. Et justement, comment tu vois cette relation avec l'ego en tant qu'entrepreneur, ce moment où tu te sens invincible et de ce moment où tu sens certainement qu'en fait, tu es au fond du trou. Comment tu navigues ces choses-là ? Comment tu vois ça ? C'est trop dur parce que forcément, quand tu es entrepreneur, tu es quelqu'un de fier. Tu n'as pas envie de faire face à l'échec. Tu as envie d'être le gars qui est sur toutes les vidéos, sur tous les réseaux sociaux, qu'on parle de toi en bien. Tu fais gaffe à ton image, tu fais gaffe à ce que tu fais, parce que c'est aussi ça, la réalité d'un entrepreneur, c'est que par définition, tu es plus regardé que les autres. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'en étant le fils de mon père qui a créé cette boîte, c'est que par définition, je suis aux yeux de l'ensemble du réseau, ce qu'on n'appelle pas ça un groupe chez nous. On est un réseau de plusieurs individualités, de plusieurs entreprises expertes de son métier. Parce qu'on a plusieurs branches dans le domaine des services à la personne, donc chaque marque son métier. Tu vois, des fois, j'ai presque l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, et à juste titre, d'être plus regardé que les autres parce que t'es le fils d'eux. Et quand t'es le fils d'eux, en fait, t'as pas le droit à l'échec. Et non. Vu que celui avant toi a réussi et est bon, t'as presque... Alors, je sais pas, je vais peut-être pas dire ça, t'as pas le droit d'apprendre, mais c'est presque normal que tu réussisses. Alors que réussir, c'est super dur. Parce que avant de réussir,
ça veut dire que tu en as bavé, ça veut dire que tu as osé, ça veut dire que tu as voulu, ça veut dire que toutes les fois où tu rentres chez toi, où tu dis mais en fait j'en peux plus, j'arrête, je suis plus motivé, et que tu as la bonne personne qui te dit non mais viens, on va boire une bière, pense à autre chose et ça ira mieux demain. Tu vois, c'est ces personnes-là qui sont hyper importantes dans ton entourage. Il en faut pour réussir, tu vois. Et l'ego, je pense que c'est un sujet qui est dur, surtout quand tu es jeune et que tu démarres jeune, parce que, en fait, ouais, tu as forcément envie d'être fier et tu as envie de rendre les autres fiers aussi. Et à gérer, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense que tu l'apprends avec le temps. Je pense que l'humilité, c'est hyper important et on ne l'est jamais assez. En tout cas, c'est ma lecture de la situation. C'est que je pense que plus tu es humble, plus ton équipe va réussir, et pas toi. En fait, plus tu seras vu en réussite, tu vois. J'ai pas envie d'être le gars qui dit ok, j'ai réussi, par contre si on perd je vais dire on a perdu. Non. C'est quoi que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand tu es entrepreneur, c'est hyper important d'être impliqué avec tout le monde, toute ton équipe et tout ton entourage, et d'avoir cette humilité à la fois de dire ok, là-dessus on a perdu, on n'a pas réussi, plutôt que de dire t'as raté. Ça c'est hyper toxique pour moi. Par contre, il faut aussi savoir dire on a gagné, parce que tu es une équipe en fait avant tout. Et c'est ça que moi je retiens de cette expérience entrepreneuriale, qui va encore m'offrir plein de belles choses, j'espère, et que j'ai peut-être pas assez retenu quand j'étais jeune. Tu vois, aujourd'hui j'ai 26 ans, j'ai démarré petit à petit à être formé, ouais, comme je te le disais, à 18 ans. Je pense que ce que j'ai pas assez retenu, c'est justement cette notion d'équipe et de réussir ensemble. Parce que forcément, tu démarres seul. Donc, dans ta tête, t'es seul, c'est toi, t'as fait, t'as machin. Non, on. Le on a beaucoup plus de valeur que le je. Et ça, je m'en aperçois de plus en plus. C'est beau. Pas facile, en tout cas à titre personnel, mais je relate. Très bon en tout cas. Et tu parlais de vision, donc là aussi, tu vas faire ce séminaire avec ta boîte, ouais. Coup, qui sera passé d'ici qu'on publie ce podcast. Bon, alors fais un clin d'œil dans ce cas, si la vidéo sort après. Fais un clin d'œil à toute l'équipe. Voilà, je les remercie, en tout cas, je profite de ce moment pour les remercier. Et, tu vois, je les invite à voir cette vidéo et je leur enverrai, parce que tu vois, j'apprécie vraiment la conversation qu'on a ensemble. Et je pense qu'il y a plein de choses là que je dis en étant à ce micro que je leur dis peut-être pas assez. Et ouais, je les remercie au quotidien d'être proche de moi, d'être embarqué dans le projet. Super. Merci à toute l'équipe, en tout cas. Gestadom, merci. Et suite à ça, la vision qui vous anime, donc qu'est-ce que c'est? Et ça, je pense qu'en tant que fondateur, que PDG, ouais. C'est aussi d'une certaine mesure, en tout cas de ma lecture, dans tes rôles, dans tes responsabilités, ouais. de définir cette vision, ouais. de la porter, de finalement fédérer les équipes vers cette vision-là. Et c'est quoi chez Gestadom? C'est quoi finalement cette vision pour vous? Notre vision, et tu vois, je pense que encore une fois, j'ai dû la déterminer trop tard. Et tu vois, dans ce que je te dis, c'est une erreur, parce que je te dis j'ai dû et pas on a dû. Parce que je pense que oui, l'entrepreneur doit donner sa vision, mais c'est aussi important qu'elle soit bien acceptée et partagée par l'équipe. Et c'est une vision qui parfois peut comment dire, être remodelée, certainement remodelée avec le temps, avec les expériences, avec ce qui t'arrive. Mais nous, notre la vision de Guest chez nous, de Gestadom, c'est en tout cas de pouvoir mailler le territoire français, proposer nos services donc de location de courte durée à davantage de propriétaires, et surtout, avant tout, dans cette économie qui est une économie collaborative, de constituer un réseau de concierges adhérents qui sont nos partenaires, des concierges indépendants, pour qu'ils puissent rentrer dans notre métier
et avoir cette chance de pouvoir gérer un ou plusieurs logements proches de chez eux et donc de pouvoir devenir finalement entrepreneur. Parce que je pense que ça serait ça ma plus belle réussite. Enfin, en tout cas, j'aimerais, je ne sais pas si je vais réussir, mais ça serait de permettre à un maximum de gens finalement de goûter à cette aventure entrepreneuriale. Et peu importe le niveau, peu importe le fait que ça soit une petite boîte, une grosse boîte, on s'en fout. Le fait de piloter son activité. Et donc, la vision, c'est ça, c'est de faire en sorte que, de par notre produit, qui est la gestion locative d'un bien en location de courte durée, qui est dans cette économie collaborative, bah, en fait, c'est de faire en sorte que l'économie collaborative, elle profite à tous, tu vois, dans notre chaîne de valeur, et qu'elle profite aussi à nos partenaires concierges qui peuvent gérer leur petit parc de logements proche de chez eux, même si c'est un logement et que c'est quelqu'un qui a déjà un contrat et qui veut un contrat, tu vois, un CDI, et qui veut en fait être indépendant et avoir un complément de revenus et de pouvoir le samedi gérer une arrivée, gérer un ménage, mais en tout cas gérer son logement et mettre son empreinte dans le logement et que ça se voit à l'accueil du voyageur, tu vois, que c'est, que c'est je sais pas moi, Farida, Sybille, Pascaline, enfin tu vois des partenaires qu'on a aujourd'hui qui me viennent comme ça de tête, bah, c'est cette personne-là qui a fait en sorte que l'accueil se passe au mieux. Et ouais, j'adorerais. En tout cas, ouais, j'aimerais bien qu'on puisse atteindre cette vision. On va y aller petit à petit, on va développer la boîte pour faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à nos services et qu'on ait un maximum de partenaires qui rejoignent notre réseau pour travailler à nos côtés et partager cette aventure entrepreneuriale. Magnifique. Et on a beaucoup parlé des challenges de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a eu une époque où on en parlait très peu. Aujourd'hui, je pense que ça devient beaucoup plus, finalement, facile. On devient de plus en plus ouvert, surtout sur les nouvelles générations, j'ai l'impression. Mais justement, avec cette inspiration de vouloir amener plus de monde à l'entrepreneuriat, à être dans ce modèle collaboratif, d'être partenaire de Guestadom, pour toi, c'est quoi ce ressenti que tu as aussi en tant qu'entrepreneur, auquel ils peuvent aussi goûter, auquel ils ont aussi la possibilité de finalement, que ça puisse guider leur vie. Qu'est-ce que c'est pour toi, là, ce moteur, finalement, ce qui te tire de l'avant comme ça, et ce qui va pouvoir tirer d'autres entrepreneurs, d'autres concierges? Qu'est-ce qui motive à être entrepreneur? C'est ça? Ouais, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui va faire que d'autres personnes vont relater finalement avec ce désir de devenir partenaire de Guestadom? C'est quoi l'étincelle au fond d'eux finalement qui a juste envie de se développer et qui va pouvoir vraiment amener une belle lumière dans leur vie? Ouais. Bah, déjà, c'est hyper satisfaisant de créer un produit ou un service par toi-même. Tu vois, pour les autres. C'est hyper satisfaisant de voir un voyageur qui est heureux et qui sourit et qui te remercie parce que tu as donné ta transpiration en préparant le logement et en faisant le ménage. Tu as fait en sorte que les draps soient propres et tu l'as accueilli avec un sourire. Enfin, donner, ça rend heureux, tu vois. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je suis. Ça me fait plus plaisir d'offrir que de recevoir. Il n'y a rien de plus beau, tu vois. Enfin, je trouve ça trop cool. Et en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, tu donnes beaucoup. Peut-être sans le savoir, mais tu donnes beaucoup parce que tu donnes un service ou un produit, peu importe. Tu partages ton savoir-faire, qui tu es. Tu donnes des astuces à tes équipes, à d'autres personnes. Donc tu formes, donc tu accompagnes. Et accompagner et former, c'est faire grandir. C'est trop beau ça, faire grandir, tu vois. Et par-dessus tout, tu te réjouis effectivement d'un travail et d'un résultat effectivement dont tu es à l'initiative. Et ça, je pense qu'on pourrait résumer, tu vois, tu parlais d'étincelle, on pourrait peut-être résumer cette étincelle comme ça. Et moi, j'aimerais vraiment réussir
à faire ça, tu vois. À ce que je me dise, ok, j'ai permis à quelqu'un qui a un CDI, qui bosse à temps plein, en fait, de pouvoir avoir cette petite aventure entrepreneuriale en ne gérant même qu'un seul logement proche de chez lui. Tu vois, c'est notre business model aujourd'hui. On a beaucoup travaillé dessus et j'aimerais carrément t'en parler plus que ça. C'est vraiment de faire en sorte que nos concierges puissent à proximité de chez eux avoir ce logement en gestion et qu'ils le gèrent de A à Z. Certains peuvent très bien le faire à temps plein, mais je pense que même en étant salarié d'une boîte, on peut entreprendre. Soit grâce effectivement à ce statut d'indépendant que tu peux avoir et ça te permet d'avoir un complément de revenu et une autre activité qui peut peut-être te permettre de sortir de ta zone de confort. Parce que c'est aussi ça, entreprendre, hein, c'est sortir de sa zone de confort. Et même en étant salarié, tu peux aussi entreprendre. Parce que je pense que l'entrepreneuriat, tu as plusieurs formes. Tu peux entreprendre, mais tu peux surtout intraprendre. Il y a des trucs qui me saoulent, c'est que j'entends, ouais, de toute façon, moi je veux réussir dans la vie, je veux être entrepreneur. Comme si, tu vois, la notion de réussite est liée au fait d'entreprendre. Je te promets, tu peux très bien réussir en étant salarié d'une boîte et en délivrant le meilleur de toi-même au sein d'une entreprise et en contribuant justement à la réussite d'un projet collectif et commun. Et l'intrapreneur, c'est celui justement qui va avoir cet esprit entrepreneurial en étant salarié d'une entreprise. Et donc, il n'y a pas de... t'es pas forcément entrepreneur parce que tu fais ta compta, parce que... Non, pour moi, entrepreneur égale oser. Oser égale sortir de sa zone de confort. Voilà. Waouh. Ça amène une super conclusion. J'aimerais dire peut-être une dernière question d'un process qui me plaît beaucoup, que je reprends finalement d'un autre podcasteur, donc Steven Bartlett, de Diary of a CEO, et qui a finalement son dernier intervenant, enfin son intervenant actuel, qui laisse une question pour le prochain, sans savoir qui ça va être. Ah yes, ouais. Et donc là, Théo, encore merci, parce que tu es finalement le premier intervenant sur ce podcast. Mais j'ai pu demander, pour le coup, à quelqu'un de notre équipe, à notre CTO. Dans ce cas-là, j'ai demandé aussi à notre caméraman Antoine, mais tu as déjà répondu à sa question, donc on va passer plutôt à celle de Carole, notre CTO, et qui est, pour toi, qu'est-ce que tu vois l'impact de l'IA, de l'intelligence artificielle, finalement, sur l'activité et les années à venir? L'impact que je vois, c'est que c'est presque un nouveau membre de l'équipe qui arrive dans l'entreprise. C'est comme ça que je le vois. L'intelligence artificielle, il y en a beaucoup qui prennent ça comme une menace, d'autres qui prennent ça comme une opportunité. Je pense que le piège de l'IA, c'est de vouloir l'utiliser partout. C'est-à-dire qu'en fait, ok, il y a l'IA, c'est la mode, je vais l'implémenter partout et ça va marcher, ça va fonctionner. Non, comme tout outil, ça fonctionne que quand tu as un besoin qui est clair et clarifié. Ce que je vois, c'est qu'en fait, l'IA peut nous permettre simplement d'être meilleur. Mais pour être meilleur, il faut déjà être soi. Tu vois ce que je veux dire ? Faut déjà que tu sois là, faut déjà que tu sois là à bosser. Et l'IA peut juste te permettre en fait de presque doper ta créativité, doper ta productivité. Et c'est un peu ton troisième bras. Mais il ne faut pas non plus utiliser ton troisième bras à chaque fois parce que c'est aussi le risque, c'est que ça déborde et qu'en fait, ça soit plus un frein justement qu'une opportunité. Moi, je la vois d'un bon œil. Vraiment, je la vois d'un bon œil. Je pense que c'est hyper important justement d'utiliser les outils et d'être à la page technologiquement par rapport à nos années. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu demandais, et je suis sûr qu'on pourrait retrouver des interviews comme ça, je sais pas moi, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce que tu penses je sais même pas quand est-ce qu'Internet est arrivé, mais qu'est-ce que tu penses de la Wi-Fi et que le mec te dise bah non, la Wi-Fi c'est nul. En fait, à un moment donné, la question se pose même pas aujourd'hui. C'est juste devenu normal d'utiliser la Wi-Fi. Je pense que dans les prochaines années, l'IA, ça sera la même chose. On parlera même plus d'IA. Ça sera normal d'avoir de l'IA. Parce qu'en fait, ça fera partie intégrante de tes process, de tes outils.
c'est normal d'utiliser de l'IA pour t'épauler dans certaines tâches. Donc, je dirais presque que c'est en fait un non-événement, que c'est un nouvel outil que la technologie nous donne et que c'est génial de l'avoir. Donc, utilisons-la à bon escient et soyons à la page parce que y a rien de pire que de pas être à sa page et ça serait dommage de ne pas l'utiliser alors qu'elle est là pour nous permettre d'être meilleurs, je pense. Super. Théo, un grand merci. Merci Seb. Encore une fois. Donc, avec plaisir. Théo Degnaud de Gastadom. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et puis il y a certainement des vidéos à recommander à gauche et à droite. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à apprendre, poster des commentaires. C'est encore une fois un début. Donc n'hésitez pas à commenter dans la vidéo ce que vous avez aimé, ce qui vous challenge un peu, des questions que vous aimeriez poser, que ça nous inspire pour les prochains épisodes. Et j'espère aussi, encore avec Théo, pour aller plus loin sur l'évolution du business model et les prochaines étapes, en tout cas de Gastadom et de toi, Théo, à titre perso. Carrément. Je te donnerai l'évolution de l'entreprise et je suis certain qu'avec l'équipe, on va réussir à développer de belles choses, à faire en sorte que justement tous nos enjeux et nos objectifs soient respectés. Et voilà, je serais hyper fier de te l'annoncer au nom de l'équipe quand on aura pu atteindre nos objectifs. En tout cas, on est en marche pour. Et voilà, merci à tous pour votre attention et merci Seb en tout cas pour l'invitation et me donner l'opportunité de partager ces mots avec toi. Merci. Merci à toi.